Dans le monde du spectacle, les amitiés naissent souvent sous les projecteurs, mais peu atteignent la profondeur de celle qui unissait Diana Ross et Michael Jackson. Tout commence en 1969, quand un garçon de 9 ans, nerveux et silencieux, rencontre une diva au sommet de sa gloire. Michael, le plus jeune des Jackson 5, trouve en Diana, star de Motown, une figure maternelle, une sœur, et, selon ses propres mots, une amante dans un sens qu'il ne définira jamais pleinement. Pendant des décennies, leur relation reste enveloppée de mystère. Pourquoi Michael la suivait-il avec une telle dévotion? Pourquoi a-t-il inscrit son nom dans son testament? Et pourquoi, après le mariage de Diana, a-t-il cessé de lui parler? En 2025, à 81 ans, Diana Ross brise enfin le silence, non pas pour les caméras, mais dans une conversation intime, révélant la vérité sur un lien qui a marqué l'histoire de la musique. De leur début à Motown à une connexion qui transcendait les définitions, voici l'histoire d'une amitié complexe, d'un amour non dit, et d'une perte qui a laissé des traces indélébiles. Une rencontre fondatrice à Motown. En 1969, Michael Jackson n'a que 9 ans, un prodige timide originaire de Gary, Indiana, et le benjamin des Jackson 5, un groupe familial tout juste signé chez Motown Records. Diana Ross, alors âgée de 25 ans, est une superstar, ayant quitté les Suprêmes pour entamer une carrière solo. Proche de Berry Gordy, le fondateur de Motown, elle est une figure glamour et influente, une icône qui incarne le rêve américain. Techniquement, c'est Bobby Taylor qui attire l'attention de Gordy sur les Jackson 5 grâce à une performance filmée. Mais Michael raconte une autre histoire, un mythe amplifié par Motown pour des raisons promotionnelles. Diana Ross les aurait découverts. Le label va jusqu'à intituler leur premier album Diana Ross Présents The Jackson 5, 1969, capitalisant sur sa renommée. Pour Michael, ce n'est pas une simple tactique publicitaire. À ses yeux, Diana ne se contente pas de le présenter au monde, elle le sauve de l'invisibilité. Leur lien se forge rapidement. Lorsque les Jackson s'installent à Los Angeles, Michael séjourne souvent chez Diana dans sa maison des Hollywood Hills. Ces visites ne sont pas de simples moments de détente. Michael observe, absorbe, apprend. Diana devient son modèle, il étudie sa précision dans chaque mouvement, sa manière de répondre aux interviews, son contrôle des lumières et des angles sur scène. Elle m'a appris à sourire devant la caméra, à occuper l'espace, à être une star, dira-t-il plus tard. En 1971, alors qu'il lance sa carrière solo tout en restant avec les Jackson 5, Michael fait ses débuts télévisés en solo dans l'émission spéciale Diana, où il interprète Got to Be There. Diana le prépare avec une douceur maternelle, guidant ce garçon de 12 ans avec une assurance impressionnante. Dans une interview cette année-là, elle le décrit comme un fils ou un frère qu'elle veut inspirer par l'exemple. La presse adore cette image, la diva confiante menant un jeune prodige vers la lumière. Mais en privé, l'admiration de Michael va au-delà. Son frère Jermaine dira plus tard qu'il vénérait Diana, la voyant comme plus qu'une figure familiale. Pour Michael, elle est une obsession, une muse. Il mémorise ses gestes, sa façon de parler, la manière dont elle incline la tête sur scène. Cette intensité, encore innocente, pose les bases d'une relation qui défiera les catégories. En 1978, leur lien prend une nouvelle dimension avec The Wiz, une réinterprétation afro-américaine du Magicien d'Oz. Michael, 20 ans, y joue l'épouvantail, son premier grand rôle au cinéma, tandis que Diana incarne Dorothy. Pour Michael, ce projet est une chance de s'émanciper des Jackson 5 et d'explorer le cinéma, mais sa motivation semble aussi personnelle, travailler aux côtés de Diana. Pendant le tournage à New York, ils partagent un appartement, loin des hôtels et des managers. Cette cohabitation, inhabituelle pour deux stars, surprend l'équipe. Juste eux deux, sans personnel, sans caméra, racontera un technicien. Ils arrivent ensemble sur le plateau, dînent côte à côte, discutent longuement après les prises. Diana l'appelle bébé, et Michael, d'ordinaire timide, semble détendu en sa présence. Ce qui se passe dans cet appartement reste secret. Ni Diana ni Michael n'en parleront jamais publiquement, mais leur proximité change la dynamique. Les membres de l'équipe notent une intimité discrète. Pas de gestes ostentatoires, mais une connexion palpable. Michael partage avec Diana des démos de ce qui deviendra Off the Wall, 1979, son premier album solo majeur. Elle écoute, conseille, aide à peaufiner les paroles. Ces moments ne sont pas des réunions professionnelles, mais des échanges vulnérables. C'était la première fois qu'on voyait Témé sans jouer un rôle, confiera un assistant. Les rumeurs circulent doucement, maquilleurs, techniciens, assistants soupçonnent plus qu'un partenariat professionnel, mais personne n'ose aborder le sujet. Leur relation, bien que privée, devient un mystère chuchoté dans les coulisses de Motown. Pour Michael, cette période est cruciale. À 20 ans, il est en transition, cherchant à se défaire de son image d'enfant star. Diana, qui a déjà parcouru ce chemin, lui offre une stabilité émotionnelle et artistique.
Elle est son encre, une figure qui comprend la pression de la célébrité. Leur silence commun protège ce lien fragile, inexplicable au monde extérieur. Une déclaration qui change tout. En 1982, Michael est sur le point de devenir l'artiste le plus célèbre de la planète avec Thriller, l'album qui redéfinit la pop et pulvérise les records. Mais une vérité intime le hante. Lors d'une interview pour Ebony, un journaliste lui pose une question anodine. Qui est la femme idéale pour vous? Sans hésiter, Michael répond. C'est Diana Ross. Je l'aime. Il ajoute, sérieux, qu'il l'épouserait s'il le pouvait. À 24 ans, face à Diana, 38 ans, mère et deux fois divorcée. Ces mots choquent par leur sincérité. La presse s'empare de la déclaration. Certains y voyant une admiration adolescente, d'autres une stratégie publicitaire. Mais pour ceux qui connaissent Michael, c'est un aveu rare. Discret sur ses émotions, il vient de libérer un sentiment qu'il porte depuis des années. Diana, fidèle à son habitude, reste silencieuse. Elle ne confirme ni ne dément, comme si un accord protégeait leur lien. Jermaine Jackson révélera que Michael l'aimait depuis longtemps, le décrivant comme jaloux lorsqu'elle apparaissait avec d'autres hommes. En 1985, tout bascule. Diana annonce avec Arne Jr. un magnat norvégien, et se marie en Suisse lors d'une cérémonie intime. Michael n'est pas invité, n'envoie ni cadeau ni félicitations. Interrogé, il répond avec une franchise déchirante. J'étais jaloux. J'ai toujours aimé Diana Ross et je l'aimerai toujours. Il se retire alors, annulant des interviews et des séances en studio, devenant inaccessible. À 27 ans, au sommet de sa gloire, Michael est un homme brisé par un amour non réciproque, une douleur qu'il ne peut exprimer qu'en privé. La musique devient le seul espace où Michael, en 1987, à titre brûlant de tension et de désir. Le choix du prénom n'est pas anodin. Le choix déposé le jour du mariage de Diana. Michael insiste qu'il s'agit d'une figure fictive, manipulatrice. Mais Germaine affirme qu'il exprime une douleur contenue, mais face à une perte personnelle. En 1991, Roman B. The Time offre un contraste. Nostalgique et tendre. La chanson selon des proches, un hommage à Diana. Selon des proches, dans le clip, un hommage à Diana. Michael tente de séduire une reine égyptienne. Une sans nom mais évidente pour ceux qui savent. Sans nom mais évidente pour ceux qui savent. Roman B. Les paroles ne demandent pas de réponse. Elles sont une lettre d'amour à un souvenir impossible. Elles sont une lettre d'amour à un souvenir impossible. Opposées dans leur ton. Ces chansons révèlent les facettes d'un même sentiment. Révèlent les facettes d'un même sentiment. Le regret de Roman B. Diana. La musique devient le refuge de Michael. La musique devient le refuge de Michael. Le seul endroit où il ne parlera plus jamais d'elle en public. Il ne parlera plus jamais d'elle en public. Ni comme collègue, ni comme même lorsqu'on l'interroge. Ni comme collègue. Mais chaque note porte une vérité qu'il ne peut exprimer à voix haute. Michael met à jour son testament et le sanctuaire. Parmi les clauses, en 2002, un détail frappe. Michael met à jour son testament. Catherine Jackson. Parmi les clauses, ne peut s'occuper de ses enfants. Si Diana Ross est désignée comme tutrice légale, ne peut s'occuper de ses enfants. Pas un frère. Diana Ross est désignée comme tutrice légale. La mère de deux de ses enfants. Pas un ami. Mais pas un frère. Ce choix reflète une confiance absolue. La mère de deux de ses enfants. Diana n'a jamais trahi ses secrets. Ce choix reflète jamais exploité leur lien pour la gloire. Diana n'a jamais trahi ses secrets. Pour lui, n'a jamais exploité leur lien pour la gloire. Après la mort de Michael en 2009, pour lui, Diana publie une déclaration brève. Après la mort de Michael en 2009, je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Diana publie une déclaration brève. Je n'arrive pas à arrêter de pleurer. Elle n'assiste pas aux funérailles. Je prie pour ses enfants et sa famille. Fidèle à son silence. Elle n'assiste pas aux funérailles. Mais des employés de Neverland révèlent un secret. Fidèle à son silence. Une pièce privée. Mais des employés de Neverland révèlent un secret. Décoré de photos de Diana. Une pièce privée. Surnommée la salle Diana. Elle n'est pas un hôtel de Diana. Mais un espace où Michael gardait un fragment d'une vie. Elle n'est pas un hôtel. Mais un espace où Michael gardait à 81 ans, vie qu'il n'a jamais Diana Ross s'exprime enfin. La vérité de Diana. Non pas pour les médias. En 2025, dans une conversation familiale. À 81 ans. Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer, médias, dit-elle, mais dans une conversation familiale. À la question l'avez-vous aimé Michael m'aimait d'une façon qu'on ne peut pas facilement nommer, baisse les yeux et dit-elle calmement. J'ai eu une immense tendresse pour Michael. En retour, avec tout ce qu'une personne peut donner. Baisse les yeux et mais l'aimer comme il m'aimait. J'ai eu une immense tendresse. Je ne vais pas mentir là-dessus. Avec tout ce qu'une personne peut donner. Il m'a donné un amour que je n'étais pas sûr de pouvoir. Je ne vais pas mentir là-dessus. Par respect pour lui. Elle ajoute. Elle a choisi la distance. Il m'a donné un amour que je n'étais pas sûr de pouvoir. Pour ne pas briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. Par respect pour lui. Elle a choisi la distance des débuts à Motown pour ne pas briser l'équilibre fragile entre admiration et affection. Aux confessions publiques, leur histoire, à l'absence au mariage, des débuts à Motown, aux chansons codées, à la cohabitation, au testament et à la salle secrète, aux confessions publiques, à l'absence au mariage, de fées, aux chansons codées. C'est un lien unique, au testament et à la salle secrète de Neverland, jamais pleinement reconnu, ni une romance ni un mais impossible à effacer. C'est un lien unique. Michael a aimé Diana d'un amour complexe, jamais pleinement mêlant adoration, mais impossible à nostalgie. Michael a aimé Diana d'un amour de cet amour, mêlant choisi de le protéger en gardant ses nostalgies. Offrant une tendresse sincère sans jamais franchir la ligne. A choisi de le protéger en gardant une leçon sur l'amour non dit. Offrant une tendresse celui qui vit dans les silences, les chansons, leur histoire et les souvenirs une leçon sur l'amour non dit. Celui qui vit dans les silences, les chansons et les souvenirs qu'on ne peut nommer.